Alors, je vais donner la parole maintenant à Lorraine Gell. Donc, en fait, qui va nous parler d'un thème passionnant, enfin, qui a une deuxième année de thèse, donc qui a fait un parcours d'anthropologie, en fait, et qui a travaillé sur l'articulation entre féminisme et écologie, donc déjà passionnant et engagé, et qui est doctorante en deuxième année de sociologie au laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société et Territoire de l'Université de Toulouse 2, sous la direction de Caroline Dacciari. Donc, ta thèse porte sur les liens entre jeux vidéo, précarité, classe sociale. Plus largement, la chercheuse s'intéresse, enfin, tu t'intéresses aux enjeux sociaux dans les domaines numériques ou encore aux loisirs populaires et leur prolongement en ligne. Ce que je trouve passionnant, c'est que finalement, on passe de quelque chose qui est assez individuel à quelque chose qui est social. Et donc, je pense que la complémentarité a été bien choisie dans la Dans le panel. présentation. Donc, ta communication s'appelle Jouer des peu, rendre visibles les pratiques des joueuses des jeux vidéo précaires dans deux zones, Finistère et Haute-Garonne. Et voilà, tu expliqueras pourquoi ces Oui, deux endroits. bien Merci. sûr. Alors, je vais revenir et hop, Alors, il y a possibilité que je dépasse de 2-3 minutes, hein, c'est pas les grave. 20 minutes. J'ai répété hier, mais c'est compliqué 20 minutes. Je vais faire au mieux. Bonjour à tous. Merci d'être là, de m'avoir invité aussi. Merci beaucoup. Donc voilà, jouer un peu, beaucoup de peu, rendre visibles les pratiques de jeux vidéo de personnes en situation de précarité dans le Finistère et en Haute-Garonne. Un titre un peu à rallonge, mais on va décortiquer tout ça. Je m'excuse d'avance pour l'occurrence de signes type manette de jeu et interface de jeu vidéo dans mon PowerPoint. C'est très cliché quand on parle de jeux vidéo, mais Canva m'a offert ces possibilités. J'ai un peu sombré, je l'avoue. Ok, voilà, la première est là. Oh, ça va être un peu ça tout le temps. Alors du coup, moi, je suis effectivement en thèse de sociologie, une thèse que je mène depuis octobre 2022, et donc qui porte sur tout ce que je vous dis. Donc, on va développer tout ça. Donc, dans une approche spatiale et comparative, puisqu'elle se fait au sein de lieux ciblés dans deux zones, dans deux quartiers, donc de deux villes. De quoi est née cette thèse? C'est que empiriquement, déjà, il y avait un pré-terrain dans le Finistère, hein, où j'ai vécu pendant un an et où j'ai rencontré concrètement des geeks pauvres, comme on me l'a dit. Enfin, c'est une expression de terrain qu'on m'a renvoyée. Et au niveau théorique, il y a surtout eu le constat à l'origine d'une double invisibilisation, d'où l'idée de rendre visible, à la fois du côté des usages numériques, où en fait ceux des classes populaires et des personnes précaires sont souvent rabattus à des usages incompétents ou illégitimes, comme l'explique Pasquier, et du côté des publics de jeux vidéo, où sous couvert d'une massification en fait de ce média, et malgré aussi les avancées récentes sur la figure du gamer hégémonique, enfin, on sait que c'est plus seulement cette image-là du joueur qu'on connaissait, voilà, cette partie-là du public et les conditions matérielles nécessaires au jeu restent quand même peu étudiées. Par conséquent, ce qui m'a semblé intéressant, ce qui m'intéressait en fait d'emblée auprès de ces personnes, c'était d'un côté les techniques et les moyens déployés pour maintenir des activités de jeu dans des situations instables, donc à la fois temporellement et matériellement, et puis les ressources ou capitaux, entre guillemets, produits directement ou indirectement par ces activités et par leur ancrage spatial. Donc des sociabilités quasi quotidiennes, l'appropriation d'un territoire, des compétences informatiques, numériques, etc. Et ce, bien qu'on puisse remettre en question l'idée qu'il faille produire quelque chose avec le jeu vidéo. Mais voilà. Du coup, si ces fondements de questions ont évolué depuis, le questionnement transversal reste le même et reste actuel. C'est-à-dire quels sont les effets de la précarité sur les pratiques de jeux vidéo et inversement, quels sont les effets des pratiques vidéoludiques sur des situations, des trajectoires de précarité. Du coup, les intentions de ma recherche, c'était donc d'un côté de resituer, ce qui est vraiment mon mot-clé, hein, les activités vidéoludiques dans des milieux, dans des trajectoires, dans des quotidiens précarisés, donc c'est-à-dire dans des écosystèmes de pratiques, qu'elles soient de subsistance et ou numériques, et ainsi donc de réinscrire tout ça dans, enfin, du coup, les questions numériques dans des conditions matérielles d'existence et dans des rapports sociaux, notamment de genre, de classe et de race. C'est ce que voilà, une amie et collègue m'a dit très justement en parlant de ma recherche. Pour étudier les jeux vidéo, tu étudies comment les gens font les courses. Et je pense que c'est vraiment ça ce qui définit le mieux ma démarche à ce stade-là. Et ça veut dire que j'étudie pas aussi de manière très précise le média vidéoludique, c'est-à-dire les jeux dans le détail. C'est vraiment une histoire de plutôt resituer et d'échelle. Voilà, donc pour cette présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter où j'en suis. Donc déjà en termes de méthodologie, puisque donc moi je suis en sociologie, ce qui est un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui ce matin. Donc du coup, moi c'est une méthode de travail de sciences empiriques, de terrain, qui est en particulier, en plus, moi je fais de l'ethnographie qualitative, donc c'est-à-dire que je donne une priorité aux observations participantes et non participantes, aux entretiens répétés, formels et informels,
Et tout ça dans le cadre d'une relation d'enquête que je construis sur un moyen/long terme, enfin, le plus long possible en tout cas. Voilà, il y a aussi la question de l'imprégnation d'une ambiance, de lieu, de ville, tout ça, mais ça, on pourra y revenir. La dimension spatiale, du coup, de mon enquête, elle s'exprime au cœur de ma méthodologie, puisque, en fait, concrètement, ce que je fais, c'est que je passe par des lieux que j'ai volontairement délimités au sein de deux quartiers. C'est un peu abusif de dire quartier, puisque, voilà, enfin, il y a des notions aussi derrière ça, mais en tout cas, des zones. Donc, en Bretagne, il y a un bar gaming et une médiathèque qui a un espace jeux vidéo plutôt très bien équipé, d'ailleurs. C'est un centre-ville assez resserré, donc avec beaucoup d'interconnaissances. Ces lieux sont assez proches. Enfin, voilà, il y a toute une question aussi autour de la diffusion de la culture dite geek, du coup, dans ce centre-ville. Et en Haute-Garonne, du coup, au contraire, où c'est plus grand, où c'est plus distendu, je me suis concentrée plutôt sur, donc dans un quartier, une recyclerie numérique et un tissu d'associations qui font plein de choses. On pourra, pareil, y revenir. Donc, comment j'ai recruté les personnes? Là, il y a un enjeu de définition qui est assez fort. Donc, d'un côté, pour ce qui est joueurs et joueuses, je m'appuie là plutôt sur Vinciane Zaban, qui, entre autres, parle plutôt de personnes qui y jouent plutôt que de joueurs ou joueuses. Et ça veut tout simplement dire qu'il s'agissait pour moi de décentrer la focale pour aller plutôt sur l'interrogation des activités, plutôt que sur l'identité qui, elle, va beaucoup dépendre en fait aussi de comment les personnes se reconnaissent ou non dedans. Donc concrètement, en fait, c'est dès qu'il y avait des pratiques auxquelles j'assistais ou qui étaient mentionnées de jeux vidéo que ça m'intéressait. Et puis, précarité, donc ça, j'ai fait un socle avec des questions financières et professionnelles pour commencer, donc des situations instables, des positions subalternes ou démunies, etc. Et puis, j'ai pris en compte à partir de là l'aspect multidimensionnel, donc tout ce qui va être logement, classe sociale, trajectoire, situation familiale, etc. Et y compris des questions de santé mentale et de neuroatypiques qui ont beaucoup émergé dans mon échantillon. C'était pas quelque chose que j'attendais, mais du coup, ça va être traité aussi. Voilà, donc interroger l'ensemble des ressources à partir de ça, et donc pas seulement sur le mode du manque, d'ailleurs, puisque dans la lignée un peu de Schwartz sur les classes populaires, il y a cette notion aussi de culture spécifique différente de celle des autres classes sociales. Donc c'était pas à dire voilà, que cette question du manque. Du coup, là, j'ai un noyau dur de 11 personnes, plus des personnes qui gravitent autour, où je suis en train de construire des relations avec ces personnes. Donc là, je ne reviens pas spécialement dessus, j'ai mis les différentes variables pour avoir une idée un peu de ce qui est représenté en majorité. Je ne parle pas de ce qui est classe sociale et situation professionnelle, puisque c'est tout l'enjeu de ma recherche, donc je vais rentrer plus dans le détail sur ça. Et puis, donc voilà, il y a une relative homogénéité, mais dans les relations que je suis en train de construire en ce moment, ça vient un peu moduler aussi tout ça. Et puis, je trouve que ça veut dire quand même quelque chose d'assez fort sur qui est le plus visible et le plus légitime aussi dans les lieux, bien sûr. Et donc, dernier point sur la méthodologie, comme l'ambition pour moi était de partager des quotidiens, la question qui s'est posée en priorité, c'est celle de l'intimité, des seuils d'intimité à franchir, depuis le chez soi jusqu'à celle qui est devant l'écran, qui peut être apparentée à un moment de bulle, en fait, avec soi-même. Donc ça, c'est pareil, ça a été beaucoup de défis sur lesquels on pourra rediscuter. Mais globalement, j'en suis du coup à avoir créé un dispositif qui est assez protéiforme et qui laisse beaucoup de place aux discussions sur place, aux morceaux de quotidien auxquels j'assiste via le partage des lieux, etc., etc. Alors, du coup, un spectre de profil. Où j'en suis en termes de temps? Ok, parfait. Super. Donc, un spectre de profil. Donc là, je suis dans ma phase de terrain. C'est ce que je disais. Donc vraiment en immersion plutôt qu'en phase d'analyse. Donc j'ai voulu essayer pour aujourd'hui de trouver un moyen de donner à voir, de donner un peu la matière de ce que je suis en train d'expérimenter moi-même, donc de cette phase de terrain, et qui soit quand même compréhensible et lisible malgré ce foisonnement un petit peu. Donc au final, j'ai essayé d'esquisser des catégories qui répondent à cette question que j'ai remise là. Donc ma question principale de recherche, en tout cas d'origine de recherche. Donc, comme dit, passer sur toutes les catégories, ça prendrait un temps fou. Donc, j'ai plutôt choisi de les présenter maintenant synthétiquement et je vais faire un focus sur deux d'entre elles qui me semblent répondre chacune à un volet de la question. Voilà, donc pour présenter synthétiquement, je me suis essayée à l'exercice d'un tableau qui est beaucoup d'informations, donc on va pas forcément s'attarder dessus. C'était juste en gros pour donner l'idée et resituer donc ces 5 pré-catégories que j'ai un petit peu en tête, sachant qu'il y a beaucoup à en redire, évidemment. Mais du coup, pour le dire rapidement, la partie catégorie 1, moi, je suis un mordu depuis toujours. Ce sont des hommes plutôt plus âgés, donc les plus âgés de mon échantillon, donc au-delà de 50 ans, pour qui le jeu a toujours donc accompagné la vie, parfois avec des phases addictives ou d'addiction, c'est comme ça qu'ils le disent. Donc, ce qui est intéressant, c'est l'aspect vraiment séquentiel, long terme, les techniques de régulation de leurs propres pratiques avec le temps, et puis aussi comment ils ont été témoins de l'évolution du secteur du jeu vidéo, qui est quand même pas négligeable. Il y a ensuite les personnes, donc j'étais forte, mais c'est juste que j'avais aucune reconnaissance, ça ce sont donc les femmes et les personnes queer de mon enquête.
qui sont des profils différents, donc c'est une catégorie qui va être éclatée, hein, mais que j'ai réunis pour le propos en fait sur la désertion des lieux qu'elle manifeste et qui révèle à mon sens vraiment l'entre-soi quand même qu'on continue de voir dans les milieux vidéoludiques informatiques et le continuum en fait en ligne et hors ligne de cet isolement-là. Voilà, c'est des personnes qui politisent aussi un peu hein, leur démarche et leur posture dans le milieu du jeu vidéo. Et donc, même si elles ont des attitudes qui sont assez différentes face au jeu, donc toutes ces personnes-là, ces attitudes sont quand même toujours traversées par ces questions. Et puis, dernière catégorie que je détaille ici, puisqu'après les autres, ce sera l'objet du plus gros de la présentation. Moi, je suis pas du tout un gamer. Donc ça, ce sont les personnes qui sont plutôt définies par une implantation spatiale, donc dans le quartier, on est en Bretagne, et qui ont donné un énorme rôle au bar gaming dans tout ça. Et pour qui, du coup, le jeu vidéo n'est pas extrêmement valorisé en soi, bien qu'il soit concrètement très présent. Donc, c'est assez intéressant aussi en termes de décalage à ce niveau-là, soit avec une fidélité à une licence depuis 20 ans, par exemple, soit avec le fait de jouer à un jeu unique, mais 2-3 heures par-ci, par-là, quand même. Enfin, voilà, c'est quand même pas négligeable non plus. Voilà, donc les deux dernières, je ne développe pas, puisque c'est avec elles que je vais approfondir. Mise en miroir. Alors, chaque groupe que j'ai esquissé ici répond à sa manière à la problématique que j'avais proposée, et c'est aussi un univers en soi chacun va refléter en fait les aspects multidimensionnels à la fois du jeu vidéo et de la précarité. Et donc, pour que ce soit plus clair, je vais m'attarder sur deux qui répondent à leur manière à chacun des volets de ma question. Le premier étant, c'était la phrase que j'avais retirée, c'était c'est facile d'accès pour les gamers comme métier, et c'était une personne qui me parlait du fait de faire du conseil numérique. Donc, la question de professionnaliser sa pratique. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, plusieurs personnes rencontrées dans mon enquête témoignent d'un parcours de sortie de la précarité, dans une mesure plus ou moins pérenne. Et parmi elles, il y en a deux chez qui je vois un lien direct avec l'acquisition dans l'enfance et l'adolescence de compétences numériques qui viennent du fait d'avoir traîné sur Internet, en gros, et notamment d'avoir joué aux jeux vidéo. Alors bien sûr, on parle souvent des langues hein, qui sont apprises informellement via ce médium, ça revient quand même assez régulièrement, et on le retrouve chez elles. Mais il y a plus que ça, et surtout, ce qui m'intéresse, c'est le fait d'avoir saisi ou non ce bagage informel pour en faire potentiellement une carrière professionnelle. Donc concrètement, on parle d'Elsa, qui a 26 ans, qui est une personne gender fluide, et Lucas, qui a 32 ans, et qui est un homme cisgenre. Les deux sont blancs, blanches, et vivent en ménage, et surtout, sont sur le trouble du spectre autistique. Tous deux viennent aussi d'une famille d'origine populaire, plutôt rurale, et ne s'épanouissent pas du tout à l'école, donc entre problèmes de méthode, de discrimination, etc. Ils ont des parcours qui sont jalonnés de petits boulots, de galères familiales, financières et d'expériences aussi plus ou moins traumatisantes. Et la sortie de la précarité, pour elle s'est faite via le secteur informatique. Donc Elsa, en gros, elle a fait de l'alternance à partir de sa vingtaine dans une entreprise de sous-traitance informatique, puis elle est devenue conseillère numérique dans une recyclerie pendant quasiment 2 ans. Et Lucas, quant à lui, il a répondu à une formation Pôle emploi, soutenue par des amis qui l'ont aidé à y aller un peu au culot pour avoir ce poste. Et puis, il est devenu progressivement formateur dans un centre de formation national en web design. Du coup, quelques traits distinctifs qui me permettent de faire un petit peu cette continuité. Pourquoi je parle de potentiellement, il y a un lien avec leur passion pour les jeux vidéo? Déjà, premièrement, ce sont des passionnés. Donc, il y a une vraie valorisation de l'identité de gamer ou gameuse qui est construite depuis l'enfance chez elles, avec une initiation avant même d'avoir 10 ans par des beaux-pères, pour les deux d'ailleurs. Donc, il y a encore des similarités dans leur parcours. Et le souvenir d'avoir été très intensive dès le début, et puis de s'être jamais vraiment arrêté, avec quelques phases de ralentissement parfois, mais voilà. Puis des gros jeux aussi qui ont eu un grand rôle dans leur socialisation à l'adolescence, donc World of Warcraft, etc. Euh, et puis, ils consomment aussi beaucoup de jeux AAA, ce qui est quand même pas le cas de beaucoup des gens de mon enquête, donc c'est-à-dire les plus gros jeux, hein, ceux qui ont une dimension quasi cinématographique, très lourde, etc. Euh, voilà, et puis ils consomment aussi du contenu lié aux jeux vidéo, donc streaming, forum, review, etc. Elles sont donc au cœur de l'actualité vidéoludique et leurs pratiques peuvent être qualifiées d'expertes, voire de savantes, selon ce que dirait Pierre Bruno dans les années 90. Donc potentiellement aussi les plus représentatives ou les plus légitimes quand on voit un peu jeux vidéo et professionnalisation. Donc ça, c'est pas anodin. Tout ça s'inscrit dans une socialisation et une pratique d'Internet et de l'informatique en général qui, en fait, leur a appris, advenu très tôt et leur a garanti ce bagage informel. Et donc, outre les langues, par exemple, Lucas, il a appris à coder sur Internet, fréquenter des forums, les tutoriels, s'est passionné pour ça. Et en fait, elles ont surtout appris, elles savent apprendre via Internet maintenant. Ce qui est quand même une nuance, c'est pas juste qu'ils apprennent via Internet, c'est qu'ils savent le faire. Enfin, ils ont appris à faire ça, en tout cas. Appris à apprendre, voilà.
Aujourd'hui, ce sont des personnes très équipées qui jouent sur PC, qui est aussi traditionnellement donc le support plutôt pour des joueurs et joueuses reconnus. Enfin voilà, tous les guillemets qu'il faut par rapport à ça, mais traditionnellement, c'est un peu dans la littérature comme ça que c'est présenté. Et Lucas, par exemple, il met à contribution ses compétences de menuisier, quand il a été menuisier, pour littéralement fabriquer son bureau. Puis il continue de le customiser. Tandis qu'Elsa, qui a sa propre salle d'ailleurs, qui est dédiée voilà, aux jeux vidéo et à son bureau, parle d'un matériel limite overkill, c'est-à-dire limite trop expert pour ce qu'elle en fait. Voilà. Et les deux ont monté leur ordinateur. Donc c'est une démarche qui est aussi assez longue en soi, hein, et que tous les deux comparent à du tuning, au fait de bricoler sa voiture, par exemple. Et puis, ils ont bricolé du matériel informatique pour soi et dans le cadre de leur travail, donc des connaissances techniques et contemporaines assez, enfin voilà, sur comment ça fonctionne, en fait, un ordinateur. Par ailleurs, l'entrelacement entre leur passion et le professionnel est assez récurrent dans leur parcours, ce qui justifie aussi de faire ce lien, puisqu'ils ont eu plusieurs emplois qui sont liés directement ou indirectement aux jeux vidéo et qu'elles revendiquent de cette manière-là. Donc, par exemple, pour Lucas, au bar gaming, il fabriquait, c'était un des premiers clients, il fabriquait les bornes d'arcade, il s'occupait du matériel informatique, en plus de plein d'autres tâches. Voilà. Et Elsa, après le conseil numérique, maintenant, elle se tourne vers le streaming. Donc, elle a envie de faire du streaming et c'est un environnement qui est familier pour elle, c'est une passion, enfin voilà. Par conséquent, ici, le jeu vidéo est une passion centrale dans l'écosystème des pratiques numériques et pourrait apparaître au fondement d'une trajectoire professionnelle, en tout cas d'un nouveau départ. En tout cas, ça a des effets sur cette trajectoire de précarité et sur l'orientation qu'elle avait prise. C'est quelque chose que je laisse en question ouverte pour l'instant, puisque c'est aussi tout ça le résultat de dispositions et de rapports sociaux différenciés, très loin d'une image un peu ouverte à tous et à toutes que peut un peu diffuser Internet et notamment la création de contenu. Donc du coup, cette catégorie, elle met quand même en lumière qu'il y a des variations internes, puisque si les deux ont le même socle par rapport à la précarité, aux expériences assez similaires d'enfance, de milieu d'origine, tout ça, Elsa, c'est une personne gender fluide qui a été identifiée pendant la majeure partie de sa vie comme une femme, et donc comme une femme dans l'informatique, une femme sur Internet. Et donc je renvoie à Isabelle Collet pour expliquer à quel point c'est un exercice difficile et solitaire d'être une femme dans l'informatique. Pour Elsa, ça s'est traduit par, dans toutes ses expériences professionnelles, par beaucoup de problèmes, notamment d'isolement, de perte de confiance en soi, en sa capacité de faire des choses, pour la citer, et un manque de légitimité qui peut déjà être lié à des questions de classe sociale, mais qui s'est doublé chez elle par des questions de genre. Donc du coup, c'est des contraintes dont ne témoigne pas du tout à l'inverse Lucas, qui a rencontré ses propres difficultés, mais qui lui, en plus, est aussi très implanté au niveau du bar gaming à ce moment-là. Il a de l'aide pour avoir ce poste, etc. Enfin voilà. À noter d'ailleurs que Elsa, maintenant, elle est au chômage depuis février 2023 et elle est très éloignée du monde du travail, là où les aspirations de Lucas ne font que grandir. Donc voilà, donc ça reste une question ouverte, sachant que là aussi, ce serait prendre le prisme du professionnel uniquement. Il y a plein d'autres choses qui sortent de ça, hein, bien sûr, puisque tout le monde dans mon enquête, enfin quasi tout le monde, a un rapport sensible au travail un peu difficile. Donc il y a aussi tout ce qui est les questions des ressources non monétaires, etc. à prendre en compte, hein. Là, c'est quand même très partiel. Je pense que j'en suis à quoi? C'est bon? 16, Ah bah parfait. Je suis... Voilà, ok, bon bah super. Du coup, deuxième partie, donc l'autre volet de la question qui était qu'est-ce que la précarité peut faire aux jeux vidéo dans ce cas-là. Et donc là, je vais parler du continuum vidéoludique du foot, qui est un titre un peu hasardeux pour l'instant, mais je vais vous donner, c'est pour donner un peu l'idée. Cette catégorie, elle réunit les personnes les plus jeunes de mon enquête, donc qui sont deux garçons noirs de 17 et 20 ans. La précarité, bien sûr, ça se pose différemment dans ces cas-là pour des personnes plus jeunes, puisque je ne peux pas poser des questions en termes de niveau de revenu ou de profession. Néanmoins, je m'appuie sur Anne Bresson dans Sociologie de la précarité quand elle explique que, bien sûr, c'est un état transitoire, la jeunesse, mais ce n'est pas non plus un groupe homogène. Et donc, en termes de trajectoire, il y en a quand même bien certains et certaines qui sont désavantagés. Et c'est bien le cas ici, puisque du coup, originaires respectivement du Sénégal et de Mayotte, Samir et Wassim sont arrivés en France pour rejoindre une partie de leur famille, donc une tante et une sœur qui vivaient déjà avec toute une partie de leur famille, donc dans une ville qu'ils ne connaissaient ou n'appréciaient pas forcément, dans un espace qui n'est pas ou plus le leur complètement, puisque c'est des chambres partagées pour les deux, avec une nouvelle dynamique familiale et dans des quotidiens qui ne permettent pas, par exemple, d'avoir accès au temps à soi, et donc potentiellement aux loisirs, et donc potentiellement aux jeux vidéo, à l'envie. À noter aussi qu'aucun des deux n'a de console ou de matériel type PC pour jouer en fait chez soi, mais ils ont des smartphones. Voilà, donc cependant, contrairement au cas précédent aussi, ce qui est à noter, c'est qu'on a une attitude face au jeu qui est assez différente chez eux. Le jeu n'est pas prioritaire ou très valorisé, hein, il n'y a pas la passion comme dans la catégorie que je présentais tout à l'heure. Wassim, par exemple, il venait à la médiathèque, je l'ai rencontré là-bas pour faire sortir son frère, son petit frère qui venait d'arriver
Donc, du coup, pour jouer ensemble, lui, il s'en fichait un peu. Enfin, voilà. Et Samir, de son côté, dit qu'il joue sur téléphone quand il n'a rien d'autre à faire. Donc, sur les questions d'ennui, je pense qu'on est pas mal aussi à ce niveau-là. Donc, c'est un jeu qui va se caler dans les interstices ou qui va avoir des rôles assez plutôt utilitaires, plutôt fonctionnels. Euh, et voilà, et qui n'empêche pas du coup d'avoir à côté quand même toute cette technique et adaptation pour quand même avoir accès à des consoles, donc aller à la médiathèque, tout ça. Je développe pas sur ça maintenant, mais bon, voilà. Par contre, voilà, il y a quand même un cas autour duquel le jeu se concentre et le jeu est quand même valorisé, c'est FIFA. Donc, pour aller très vite sur l'encart un petit peu sur FIFA et l'enjeu que représente FIFA, on est sur un truc, enfin quelque chose d'assez classique sur un jeu qui est considéré assez illégitime, qui est extrêmement populaire et pourtant assez peu étudié par les game studies notamment. Et puis, c'est aussi un jeu qui disparaît dans la. Enfin, il y a une quête de légitimité du jeu vidéo aussi progressive, hein, on le sent, enfin, en termes les triple A avec le côté cinématographique, tout ça, enfin, de montrer un petit peu ces choses-là. FIFA, c'est des jeux c'est un des jeux qui disparaît dans cette quête-là, enfin, qui est quand même moins cité, au coude à coude avec GTA, par exemple, et peut-être encore plus même que des jeux de simulation ou de guerre. Par ailleurs, donc au-delà de la diffusion massive, enfin, du coup, il y a le cas FIFA qui est quand même très lié au milieu sportif du foot. Et donc, dans le foot aussi, il y a un enjeu qui est que c'est un milieu principalement composé de personnes d'origine populaire et d'hommes racisés qui ont réussi. Réussite et argent, du coup, qui vont d'ailleurs être continuellement scrutés et quand même encore vus comme illégitimes. Donc ça, je m'appuie sur les propos de Denis Colombi sur où va l'argent des pauvres. Donc, il dit les footballeurs, c'est des pauvres qui ont le défaut d'avoir réussi, d'avoir de l'argent, un truc comme ça. Et donc, voilà, donc cet objet-là, le foot, FIFA, etc., c'est quand même au centre de nombreux enjeux, avec beaucoup de liens qui restent à creuser hein, pour moi, mais qui permettent en tout cas déjà de comprendre que pour beaucoup de personnes aux mêmes caractéristiques sociales, le foot représente une ambition de succès et d'ascension sociale, en plus d'un échappatoire concret de l'espace domestique, etc. Et c'est ce que je retrouve notamment chez Samir, dont le père était aussi footballeur, qui voulait devenir footballeur professionnel, etc. Souvent, malheureusement, c'est aussi des ambitions qui vont se heurter à la réalité de ce qu'il faut pour être sportif de haut niveau, et puis de parcours scolaires qui préparent à d'autres choses. Mais c'est un autre sujet. Je me suis accrochée. Leur intérêt pour FIFA, du coup, s'inscrit dans une passion pour le foot qui est bien plus générale et on retrouve de nombreux prolongements de tout ça dans leur vie. Wassim, par exemple, devient progressivement un expert des paris sportifs, tandis que Samir est un joueur de foot qui aspirait donc à devenir professionnel et encouragé par son père, et a donc autant travaillé à accumuler du matériel de sport que du matériel vidéoludique. Or, que ce soit dans les paris sportifs, dans l'exercice du foot ou dans FIFA, le succès repose sur une connaissance assez fine et sans cesse renouvelée du foot en tant que milieu sportif, c'est-à-dire les joueurs et leurs caractéristiques, les matchs historiques et récents, les compositions d'équipe et même la géopolitique des choix de transfert de joueurs, par exemple les rachats par le Qatar, c'est des sujets qui sont beaucoup discutés quand je vois ces personnes, avec donc une réelle porosité en fait entre tous ces secteurs-là. Plus exactement, ça a un petit impact sur les compétences de jeu, donc savoir quelle est la meilleure équipe, quelles sont les forces de chaque joueur. Et je dis petit, pas pour minimiser, mais parce que juste moi, j'ai pas encore eu l'occasion de mesurer vraiment cet impact. Et un impact que moi, en tout cas, j'ai beaucoup plus vu sur l'acquisition et l'entretien d'une culture du foot. Et donc là, bon, moi, les deux personnes dont j'ai parlé, elles jouent dans des cadres assez restreints, familiaux, mais il y a tout l'enjeu aussi pour les personnes qui sont dans les mêmes catégories sociales, et qui jouent à la médiathèque. Ça, j'ai beaucoup observé. Les bandes de potes, donc de jeunes hommes racisés qui viennent jouer à la médiathèque à FIFA. Voilà, c'est aussi tout un autre sujet. Voilà, je passe très vite là-dessus, mais je trouvais que c'était hyper intéressant dans le fait que ça leur permettait, enfin, c'était un support de discussion, du coup, FIFA, pour plein d'autres choses, mais notamment pour cette performance de la culture du foot et pour se mesurer un peu les uns les autres aux autres en permanence. Et ce que ça avait comme effet, c'est que du coup, il s'appropriait aussi un lieu, il s'appropriait cette médiathèque-là, il s'y sentait bien, il pouvait traîner entre potes ici, ce qui est quand même quelque chose d'assez sensible pour des jeunes hommes racisés, surtout en juillet 2023, quand moi j'y suis allée, c'était quand même très très présent aussi cette question de dans l'espace public, est-ce que ce sont des personnes qui peuvent traîner justement comme elles auraient envie de le faire dans des parcs, dans des espaces publics, dans des centres commerciaux et tout ça. Et c'est ce que Dana Boyd, elle expliquait dans un bouquin qui date de 2016, où elle expliquait déjà que le jeu vidéo et les réseaux sociaux, c'était des relais de ces espaces qu'on perdait en fait progressivement, enfin, au fur et à mesure que l'espace public était de plus en plus réglementé, on ne pouvait plus traîner comme ça entre potes, voilà. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est très très clair, mais en tout cas, c'est cette idée-là. Donc, dans ce cas de figure, il est plutôt question de ce que la précarité, au sens plus large aussi, hein, de milieux d'origine populaire et multifactorielle, fait aux pratiques de jeux vidéo.
Alors certes, ça les contraint, donc dans le fait qu'il n'y a pas accès à des consoles, à du temps libre, à de l'espace à soi, etc. Mais il était important pour moi de souligner ici que ce ne sont pas que des manques qui apparaissent et qui apparaissent le plus dans le portrait que je veux dresser. Au contraire, je trouve que c'est plutôt assez riche dans ce que ça produit. Et ainsi, même sans pouvoir jouer concrètement, ce qui dit quand même beaucoup de choses de leur situation, on est pour ces jeunes hommes dans un continuum vidéoludique du foot, au sein duquel FIFA tient une place importante, en plus d'être générateur de ses propres pratiques, relations et apprentissages. Et donc, pour conclure, donc voilà, j'ai essayé avec ces catégories, avec un peu cette idée de donner à voir un peu ce que moi je suis en train de vivre là sur le terrain, ce que je rencontre, et à quel point du coup c'est un peu difficile de tenir les trois en même temps, pratique de jeux vidéo, conditions matérielles et ancrage spatial, mais à quel point c'est aussi fructueux dans l'idée que ça interagit effectivement, enfin ces pôles interagissent, c'est que les gens se situent dans une gradation entre les trois, et que voilà, ça se construit progressivement. Donc bien sûr, ce sont des catégories qui seront amenées à bouger, des choses qui seront amenées à être discutées. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas jusqu'ici, c'est qu'on a donc plusieurs réponses à ma double question, donc des effets des jeux vidéo sur la précarité et inversement. Et il subsiste du coup celle de ce qui est transversal, qui est une question qui m'a quand même beaucoup occupée pendant ma première année de thèse. Voilà, j'ai un peu dans l'idée justement de la continuité de Schwartz sur les cultures un peu spécifiques. Je me posais vraiment la question de est-ce que du coup le fait de, enfin cette forme-là, enfin ces formes-là de précarité créent des manières de faire aussi spécifiques. Et puis maintenant, je me rends compte qu'à ce stade, bon, le propos est quand même bien ailleurs, puisqu'il s'agit en fait justement de montrer l'ordinaire du jeu vidéo, y compris là où il n'est pas valorisé, et dans le sillage de travaux comme l'ouvrage La fin du game, hein, l'enquête Ludespace de 2014, et de l'autre, d'analyser la manière dont le jeu vidéo permet d'appréhender des modes de vie et des trajectoires précarisées. Je vous remercie de votre attention. Vous avez encore un peu de point de vue normalement. Voilà.